Salut Cyril, Ça va toi? ça fait plaisir, Ça fait plaisir, ouais. ça fait un petit moment. Ouais, ça fait quelques années là maintenant. Ben écoute, ouais, ça se compte en années parce que je crois qu'on habite tout proche l'un de l'autre. Parce que moi, je Ouais, suis à La Celle-Saint-Cloud. ouais, c'est ça. Voilà, et toi, t'es sur Rueil, pas loin. Et la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était à Levallois. On t'avait invité sur la deuxième édition justement de la KFWC. Ouais, exact. Voilà, on avait des combats uniquement de savate pro pour cet événement. On en reparlera peut-être un peu plus tard. En tout cas, merci pour ce temps accordé. Je vais introduire très rapidement en te présentant, mais je pense que beaucoup ici te connaissent. Cyril Diabaté, alias The Snake. Tu es un ancien champion du monde en boxe pied-point Ouais, qui a fait une reconversion progressive vers le MMA. Et aujourd'hui, tu es le head coach et le fondateur de la Snake Team, pardon, une des meilleures écoles de MMA en France. Donc voilà, je t'ai fait une petite présentation très résumée et je vais te laisser compléter tout ça. bah ouais, voilà, comme tu as dit, j'ai commencé ma carrière à pied-point en 91. Je venais d'avoir mes 18 ans et je me suis mis à fond dans la compétition, à fond dans la pratique pied-point. Et je voulais absolument devenir champion le plus vite possible. Et donc, je me suis entraîné comme un acharné. Comme j'ai fait un peu le parcours de tous les champions. En fait, tu te plonges à 100% dans ta pratique, et puis il y a plus que ça qui compte. Et donc, j'ai gravi vite les échelons. J'ai gagné mes titres nationaux en amateur, en semi-pro et en pro. Et puis après, j'ai été sur une carrière internationale au bout de 5 6 ans. Ok, ok. T'es toujours là? Ouais, je suis toujours là, ouais. Ok, parfait. Et donc, toi, tu as évolué en kickboxing et en Muay Thai? Ouais, j'ai même fait des petits combats en boxe française. C'était pas Ah, trop ma discipline de prédilection parce que j'aimais vraiment les coups de genoux. J'aimais bien le clinch aussi, donc j'ai pas fait beaucoup de combats en boxe en boxe française, mais j'en ai fait quand même. Et puis après, ouais, j'étais à fond dans le kick et la boxe thaï. ok. Mais je savais que tu avais démarré par la savate parce que je sais plus si on en avait parlé ensemble ou si je t'avais entendu le dire ou peut-être je l'avais lu. Parce que je crois que tu avais démarré avec Robert Paturel, il me semble. Ouais, j'ai commencé avec Robert qui était mon premier entraîneur et celui qui m'a donné cette passion pour les sports de combat en général parce que lui il a une vision vachement on le connaît pour son côté boxe française savate mais c'est quelqu'un qui est aussi passionné des autres pratiques à côté. D'ailleurs, c'est lui qui m'a montré la première clé de bras que j'avais jamais vue. Donc c'est lui qui m'a ouvert un petit peu qui m'a donné une vision un peu comment dirais-je éclectique des arts martiaux et des sports de combat. Donc en même temps, il t'a apporté les bases, ce que beaucoup considèrent comme d'excellentes bases de la boxe française. Et en même temps, il était suffisamment ouvert aussi pour te permettre aussi ensuite d'évoluer dans d'autres disciplines. Voilà, c'est ça. Je pense que j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur un entraîneur comme ça, aussi ouvert d'esprit, martialement que Robert Paturel, parce que il suffit de tomber sur le mauvais prof pour son premier cours et rester avec lui à 10 ans pour avoir un peu la vision du prof. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un mec qui était vachement ouvert sur les autres sports de combat. Et donc, et en plus d'être un très bon technicien, donc il a su me donner les qualités pied-point de la boxe française, mais tout en me pointant différentes directions pour que j'aille aussi voir ce qui se passait en boxe thaï, en kickboxing, ainsi de suite. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Du coup, je pense que c'est vraiment ce qui te convenait
à toi. Et ça, bah, de toute façon, derrière, tu l'as démontré dans ton parcours. Tu peux nous rappeler quand même le petit palmarès, enfin le long palmarès, les principaux titres que tu as eu, les titres internationaux? Alors, j'ai été plusieurs fois champion national dans plusieurs sports différents. Je dirais vite fait en boxe thaï. J'ai été champion de France en kickboxing aussi. Champion en karaté Shidokan. Et puis après, j'ai fait champion du monde en boxe thaï, en sanda, en MMA et en karaté Shidokan aussi. Donc Ouais. c'était vachement, enfin c'était des styles vachement différents et en même temps ça faisait partie de la famille des sports pieds-points. Et j'ai même été faire un petit tour du côté du Japon en shootboxing qui ressemblait à du K1 avec projection et soumission debout et où j'ai été classé numéro 1 mondial. Mais c'est vraiment l'école technique de la boxe pied-point qui m'a permis d'exploser dans différents sports comme ça. Et je dirais la boxe thaï avec certaines qualités de la boxe française qui ont été ma base, on va dire. Ok, super. Alors, petite anecdote, et là, j'y repense maintenant, tu vois, parce que tu nous renvoies un peu dans les années 90-2000. Moi, dans les années fin des années 90, j'avais 19 ans ou 20 ans, quelque chose comme ça. Bon, j'étais à fond moi dans la boxe française. Hein, j'étais en équipe de France, sans doute junior à l'époque. Et premier ordinateur chez ma mère, première connexion sur AOL. Et je te voyais sur Karaté Bushido et j'avais dû t'ajouter sur AOL et on avait chatté quelques moments et justement on discutait et tu me parlais justement de ce que tu pointais. T'avais pas encore démarré le MMA à l'époque. T'avais sans doute démarré la pratique, mais t'avais pas encore combattu en MMA. Moi, en parallèle, je m'entraînais avec Denis François, donc qui était un champion du monde de boxe française à Colombes, et qui avait son pote qui développait, alors je me souviens plus comment il s'appelait, mais la lutte contact, qui était une des premières formules plutôt ouvertes vers le MMA en France. Et je crois que tu avais combattu en lutte contact aussi sur Ouais, les Golden Trophy à l'époque. ouais, ouais. Ouais, bah écoute, bah déjà ça montre bien que j'ai déjà à l'époque j'étais un geek si j'étais sur les chatrooms d'AOL. AOL. Et ouais, j'ai été combattant en lutte contact parce que milieu des années 90, je voulais déjà démarrer une carrière de combattant MMA. En France, il n'y en avait pas. Et ce qui se rapprochait le plus du MMA, c'était la lutte contact et le pancrace. Donc j'ai fait quelques combats là-dedans. J'ai fait des combats aussi en kempo qui ressemblaient Ouais. aux autres styles de pancrace. Et puis voilà, c'était mon approche, on va dire, avec ce qui se faisait en France, le plus proche du MMA. Ok. Et puis après, j'ai été faire une carrière internationale de MMA. Ok. Ok. Ouais, qu'on a pu suivre, hein, notamment bah, sur les derniers combats que tu as fait auprès de l'organisation UFC, la Ouais. plus grande organisation de MMA. Même si la concurrence se développe aujourd'hui, à l'époque, en tout cas, je veux dire, c'était un monopole. Ouais, bah, je pense ils ont quand même gardé un certain monopole, en tout cas dans cette partie-là du monde. Il y a les Asiatiques qui ont le One FC aujourd'hui, mais Ouais. à l'époque, il y avait le Pride du côté du Japon, mais sinon, ouais, c'était l'UFC qui prenait une grosse part du gâteau, quoi. Et il continue de le faire d'ailleurs. Ouais, ouais. Comme tu dis, dans cette partie-là du monde, ouais, surtout le continent américain. Alors tu parles du One, c'est marrant parce que ça me fait faire du coup la transition parce que le One FC, donc c'est donc organisation concurrente de l'UFC parce qu'ils produisent des événements de MMA et aussi ils produisent aussi d'autres disciplines, Ouais, notamment le K1 ou le Muay. Et ça me permet de faire la transition parce que aujourd'hui l'organisation que je représente qui est la KFWC, Kung Fu World Cup pour l'acronyme, euh,
c'est aussi une organisation qui a vocation à promouvoir deux disciplines, dont le MMA bien sûr, et aussi la Savate Pro. Donc nos amis, les partenaires chinois de BKS, donc la société mère de KFWC, ont voulu parier sur la discipline, sur la boxe française, parce qu'ils avaient déjà eu des c'était en même temps la fédération chinoise de boxe française. Ils avaient envoyé des compétiteurs. Ils s'intéressaient sans doute aussi à la culture française. Donc il y avait tout un tas de choses qui ont fait que ils ont voulu tester le produit lors du premier KFWC. C'était à Changsha en Chine, non pas trop loin du noyau là épidémique. Hein. Je crois que c'était à quelques centaines de kilomètres de la province où il y a eu le virus là est parti. Et donc, on s'était croisés sur cet événement parce que toi, donc moi, je coordonnais la partie Savate Pro à l'époque pour la fédération française parce que c'était un partenariat avec la fédération française de Savate Boxe française. Et toi, tu étais là avec certains de tes élèves, notamment Kevin Pecci. Et à l'intro là du live, je passais derrière. Je sais pas si c'est très clair, mais je passais derrière le combat de Kevin qui a été très rapide d'ailleurs, je crois que ça a duré moins d'1 minute 30. Ouais, c'était cool. Il avait touché au corps et ensuite il avait très rapidement finalisé au sol. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette expérience, sur ton ressenti aussi sur cette organisation, sur cette première organisation en Chine? Alors, je découvrais la Chine parce que c'est un pays que j'avais jamais visité. C'est forcément quand on vient des arts martiaux et des sports de combat, on a envie d'aller au berceau du truc. Donc j'avais à cœur de visiter ce pays depuis très longtemps. Puis parce que je suis fan de Bruce Lee et tout ce qui s'ensuit. Donc forcément, on a envie d'aller voir la maison mère. Et j'ai vu un show de très grande qualité. C'est clair que les Chinois en termes de show, on s'en rend pas compte parce qu'ils sont pas médiatisés en dehors du territoire chinois, mais ils ont des shows qui ont rien à envier aux plus gros shows occidentaux. Donc à ce niveau-là, j'étais assez surpris, même si je m'en doutais un petit peu. Je voyais qu'il y avait des gros moyens. J'ai été surpris aussi de la qualité des combattants chinois parce que pour moi ils étaient j'avais des a priori par rapport à ces combattants-là parce encore une fois ils sont pas médiatisés en dehors de la Chine, donc j'ai été agréablement surpris de voir des combattants en pied-point qui étaient très complets. Je m'attendais pas à ça, et dur au mal et préparé physiquement comme les meilleurs sportifs du monde, quoi. Les meilleurs boxeurs du monde. Donc agréablement surpris, et c'est clair que demain, si on me demande un combattant pour les emmener pour les emmener en Chine, je vais me méfier quand même. Ça va être difficile de trouver des vidéos des adversaires, mais je vais me méfier parce que je sais aujourd'hui que c'est des combattants avec un gros mental et un gros physique, et que techniquement ils sont pas dégueux. Donc ça, ce voyage-là m'a permis de découvrir cet aspect-là. Et même s'ils ont du retard dans certains aspects du MMA, notamment le sol, je sais que ce retard-là, ils vont combler relativement vite, si ce n'est pas déjà fait. Ouais. Et pour parler de l'alliage ou du mariage entre ces deux disciplines qui pour certains sont complètement opposées, voire antinomiques, qui sont le MMA et la savate, à travers la Savate Pro, qui est une formule beaucoup plus, on va dire, tournée vers l'ouverture, la promotion, parce que du coup il y a un assouplissement des règlements d'arbitrage qui permet justement ce carrefour entre des combattants qui sont purement issus de la boxe française et des combattants qui évoluent en Muay ou en kick, voire même en MMA pour certains. Ouais. Qu'est-ce que t'avais pensé parce que c'était la première fois au monde où on avait dans un même événement de la boxe française et du MMA. Ça pouvait paraître à ce moment-là assez étonnant.
Bah, c'est clair, tu m'aurais dit ça 10 ans en arrière, je t'aurais dit c'est impossible vu la politique archaïque de la Fédération française de savate. Je me dis jamais de la vie je vais Hajime, voir un monsieur gars. Zankifo. Pardon? Pardon. Je dis Hajime, monsieur Zankifo qui vient de se connecter. Salut Alain. Donc ouais, je disais tu m'aurais dit ça il y a 10 ans en arrière, je t'aurais dit non, c'est impossible vu la politique de la savate. Et tant mieux s'ils ont changé d'avis, tant mieux si aujourd'hui on peut voir des galas où il y a des combats de savate et en même temps du MMA, tant mieux. Euh, j'ai envie de dire, il aurait fallu qu'ils fassent le pas il y a belle lurette. Euh, j'ai un peu de mal avec ces fédérations qui bloquent les combattants en disant tu n'iras pas combattre dans tel ou tel sport. Je pense que le propre du sportif, du compétiteur, du moins, c'est le challenge. Et donc, il est évident qu'un savateur, un tireur de française, qui a je sais pas combien d'années de compétition derrière lui, aura forcément tôt ou tard envie de s'essayer à d'autres styles. Il voudra faire du K1, il voudra faire du kickboxing, et c'est ce qu'on a vu 20 ans en arrière. D'ailleurs, Alain fait partie de cette génération de savateurs qui est parti dans d'autres disciplines pour prendre des titres et prendre des sous. Et c'est dommage qu'à un moment donné, il y ait eu cette politique de bloquer les combattants. C'est clair qu'aujourd'hui, le sport de combat numéro 1 au monde, en termes de médiatisation, c'est le MMA. Donc, il faudrait que cette fédération fasse la jonction entre les deux. Et c'est bien si ça se fait le plus vite possible. C'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée. Et en tout cas, ben, c'est vrai que tu évoquais ces champions qui sont formés en boxe française et qui ont ensuite été performés dans d'autres disciplines. Alors c'est vrai que ça a dû créer, je pense, à l'époque, mes prédécesseurs, enfin les ancêtres, hein, les anciens des fédérations, enfin de la fédération. Je pense que ça a dû créer un peu un phénomène de repli sur soi, Ouais. à tort, sans doute, peut-être à raison pour certains. Bon, moi je pense que voilà, l'ouverture d'esprit et l'ouverture en général, c'est quelque chose de positif. Tant que tu restes fidèle à tes valeurs, pour moi, ça pose aucun souci. Et en plus, on voit que ces champions qui ont été évolués dans d'autres disciplines, je pense à voilà, Sébastien Farina, Alain Zankifo, Richard Silla, Farid Kider, Ibrahim Konaté. Bon, il y en a des dizaines. Hein. Et puis dans beaucoup de disciplines. Et ben, ils continuent en fait à faire la promotion de la boxe française Ouais. parce que quand ils performent, les gens sont toujours intrigués de savoir d'où ils viennent en fait. Et voilà. Et j'aime bien aussi dire moi que en France, on a tendance à se protéger. Et la boxe française aux États-Unis, elle est utilisée par certains coachs de boxe française qui savent très bien vendre leur savoir-faire auprès notamment de combattants de MMA. Et ça, on pourrait aussi communiquer là-dessus pour vanter les mérites technico-tactiques et puis les méthodes d'entraînement de cette discipline. Voilà, tu sens que je suis aussi un Bah, défenseur t'as raison, de la bien sûr. discipline. Mais Et, non, t'as raison, parce que la boxe française, ça reste quand même dans tous les sports pied-point, ça reste une des meilleures écoles en termes de technique. J'ai rarement vu, si ce n'est jamais vu, d'autres écoles qui avaient une aussi bonne liaison pied-point. Euh, Pareil, les déplacements, tu vois, c'est des choses que la qualité des combattants de boxe française ont développé à un point qui a jamais été rivalisé par aucun autre style, tu vois. Alors forcément, il y a des qualités, il y a aussi des défauts. Je dirais que comme on se déplace plus, on est moins en appui pour frapper plus fort. Mais il n'empêche que quand on voit Anissa Meksen qui arrive en K1 et en kickboxing, même en boxe thaï, à faire une transposition de ses acquis et de ses qualités de boxeuse en savate et à complètement dominer ses adversaires techniquement avec la vitesse, avec ses déplacements, avec son coup d'œil. C'est évidemment
parce que c'est une combattante exceptionnelle, mais aussi parce qu'elle a un outil, elle a une caisse à outils qui est à la hauteur de son talent et qui est la boxe française. Donc, c'est dommage qu'une belle discipline comme ça soit dirigée par des gens qui veulent forcément se cloisonner. Et il aurait fallu que, au contraire, s'ouvrir au monde et montrer notre savoir et montrer la qualité, les qualités techniques des tireurs de françaises pour justement les emmener au MMA. T'imagines, c'est pas anodin si le meilleur combattant de MMA, John Jones, utilise les chassés bas, tu vois. C'est j'allais t'en parler, ouais. C'est parce que le mec, et il a un cerveau qui est prédisposé à trouver les techniques efficaces là où elles se trouvent. Il a vu des chassés bas, il s'est dit, bah tiens, ça a l'air efficace ce bordel. J'ai qu'à le mettre à mon arsenal. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il y en a d'autres, des armes comme ça, issues de la boxe française qui pourraient faire fureur en MMA ou dans d'autres disciplines. Alors, tu parles du chassé bas. En plus, lui, il utilise un chassé bas un peu particulier parce qu'il ouvre le genou vers l'extérieur. Donc, ça a tendance à redescendre. C'est monstrueux pour les genoux des adversaires. Et moi, je me souviens des premières vidéos, où je l'ai vu faire cette technique. Et en fait, je me passais la vidéo au ralenti pour voir la tête de l'adversaire. Quand le coup de pied il arrivait, t'avais l'impression que c'était un ovni en fait. C'était quelque chose qu'ils avaient jamais vu, jamais. Et c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Et en plus, le MMA qui est une discipline qui a vocation en réalité à évoluer en permanence. Ce combattant-là, il a bien démontré. Alors, il y a une question de Stéphane qui demande s'il y a des exemples de tireurs de savate qui ont fait carrière en MMA. Alors, de mémoire, le premier UFC, alors je sais pas si on pouvait appeler ça du MMA, hein, les premiers UFC, en finale, tu avais un gars qui venait de la boxe française, je sais plus si c'était un Belge ou un Hollandais. Il avait un nom ou un Québécois peut-être. C'était pas un Français, mais en tout cas, il venait de la boxe française. Il avait un pantalon, et je sais pas si ça te dit quelque chose. Les toutes premières vidéos de l'UFC. Non, comme ça, non, je me souviens pas d'un tireur. Non. J'ai plus son nom en tête. Alors c'était les premiers UFC. Moi, j'allais louer les cassettes aux vidéos futures. C'était les cassettes vidéo. Voilà. Et donc je sais pas si, ça ressemble pas du tout au MMA tel qu'on le voit aujourd'hui. Par contre, pour répondre à Stéphane justement, je sais que moi aux États-Unis, il y a des combattants et au Brésil des combattants de MMA qui ont fait appel à des coachs de savate pour perfectionner leur striking. Je crois qu'Anissa, elle a des projets. Le temps passe, mais je crois qu'Anissa a des projets. Elle a eu aussi pas mal de propositions en MMA. Gondreau, voilà, merci Alain. Il s'appelait Gondreau et c'était un Hollandais, exactement. Et aussi, pour information, aussi un des tout meilleurs Français du circuit, un promoteur, je pense que tu confirmeras, qui s'appelle Saladin Parnasse. Son coach, c'est un coach de boxe française. C'est Arnaud Templier qui a fait une carrière d'athlète de haut niveau en boxe française. Donc il y a quand même pas mal de connexions. Ouais, il y a pas mal de connexions, mais pour moi, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus parce que encore une fois, je pense que la boxe française reste une des meilleures écoles pied-point au monde. Et quand je partais aux États-Unis, parce que j'ai été coach là-bas aussi, quand je voyais le niveau pied-point de leurs soi-disant champions et qu'ensuite je rentrais en France et que je voyais le niveau des combattants français, que ce soit en K1, en boxe thaï, en savate, ils étaient complètement à la rue, tu vois. Je pense aussi à un ami à moi qui est aux États-Unis aujourd'hui, qui est Jérémy Descartes, qui a été qui est un très bon ami aussi. Voilà, qui a été un grand combattant en boxe française. Quand il partait mettre les gants avec Vanderlei Silva et toute la clique parce qu'il habitait Las Vegas à un moment donné et que lui il était hors forme, pas entraîné du tout et qu'il les mettait tous à l'amende, c'est pas anodin, tu vois. C'est parce que le niveau technique des tireurs, des boxeurs issus de la boxe française est tel que même retraités, les mecs ils mettent les gants avec des champions actuels et il y a pas photo, tu vois.
Et Jérémy, qu'on salue, il est peut-être il est peut-être connecté. Il me semble qu'il a apporté aussi son soutien dans la préparation alors j'ai un trou de mémoire. C'est un Français dans une Tom petite Duquesnoy. catégorie qui vient du Nord. Tom Duquesnoy, ouais. Tom Duquesnoy, voilà. Et je sais que Jérémy, il lui a apporté son soutien sur le pied-point justement lors des séjours aux États-Unis de Tom Duquesnoy. Ouais, ouais, Donc exact. encore une connexion. Voilà, on essaie de faire des formats d'une trentaine de minutes. Bon, c'est vrai il y a beaucoup de choses beaucoup d'échanges possibles avec toi. Et j'avais deux autres sujets et je vais te laisser choisir tout simplement le sujet sur lequel on finira la vidéo. Je Ok. voulais soit te demander ce que tu pensais et comment tu te positionnais sur ce qui est en train de se passer actuellement en France, notamment le travail de la Fédération de boxe anglaise dans la mise en place justement Du d'une MMA. fédération de MMA française. Et le deuxième sujet, c'est un sujet aussi que j'aime bien parce que je te trouve taquin, c'est le mytho-jitsu. D'ailleurs, c'est toi, je crois, qui a inventé ce hashtag, ce concept. Ouais. Donc voilà, je te laisse choisir parce que dans les deux cas, il y a des choses à dire à mon avis. Alors, je vais parler on peut aborder les deux hein, si tu as du temps. Mais la boxe Bah écoute, j'ai du française, temps. la boxe anglaise qui reprend le MMA. Alors, je pense que j'ai été surpris comme tout le monde, que ce soit la boxe anglaise qui reprenne le MMA. Et en même temps, je connais bien Lionel Brézéfin qui Oui. s'occupe du dossier, c'est lui qui s'en occupe du dossier MMA au sein de la fédération. Et connaissant la passion du mec, connaissant son savoir-faire et puis son sérieux, ça m'a rassuré. Donc à la limite, qui est la fédération est derrière est moins important pour moi qui va s'occuper du dossier. Donc Lionel, je lui fais confiance. Je sais que c'est un passionné. Je sais qu'il est à l'écoute des gens. On a eu de longues discussions concernant l'avenir du MMA et j'ai confiance en lui et j'espère il va faire un bon boulot et je lui apporterai mon soutien. Concernant le Mito Jitsu, ouais, tu vois, je vais pas rentrer trop dans les délires complotistes, mais on est à l'époque de l'ubérisation de tout en fait, tu vois. Donc que ça soit les moyens de transport, mais que ça soit la nourriture, que ça soit n'importe quel domaine en fait. Et les arts martiaux, les sports de combat n'échappent pas à la règle. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des charlatans, des mecs qui ont jamais rien prouvé à qui que ce soit, qui vivent sur des légendes urbaines et qui s'improvisent professeurs de tout et de rien et qui vont te dire bon bah voilà t'attrapes la trachée du mec, tu lui arraches la gorge alors que eux-mêmes l'ont jamais fait, ne l'ont jamais vu et ils persuadent une population de crédules à acheter leurs abonnements, à acheter leurs vidéos en ligne, à acheter tout en fait pour contre rien du tout, contre du vent, contre de la merde. Donc c'est important que des gens le disent parce que c'est de l'escroquerie, parce que ils mettent potentiellement des gens en danger. J'ai vu, je prends toujours cette anecdote, mais ça m'a choqué. J'ai vu un reportage sur le journal télévisé de la 3, je crois, France 3, et c'était une caméra qui allait dans un club de Krav Maga, et tu avais une gonzesse de, je sais pas moi, elle devait faire 60 kilos, 35-40 ans. En face d'elle, elle avait son partenaire du jour qui était un grand black de 2 mètres, des muscles, en veux-tu, en voilà. Et elle faisait ses techniques de Shaolin, de ninja sur lui. Et lui, il faisait style qu'il était touché. Et en fait, elle était à fond dans son truc. Alors, ses techniques moisies au possible, tu vois. Et le journaliste, après, il fait une petite interview et elle dit... il lui dit donc grâce au Krav Maga vous avez confiance. Elle dit oui, moi maintenant aujourd'hui j'ai plus peur de sortir dans la rue à n'importe quelle heure, peu importe le quartier. Je sais que si je me fais agresser, je saurai me défendre. Et c'est choquant parce que
ils ont endoctriné des gens. Et cette personne-là, si un jour elle a le choix entre un chemin plus long mais plus sûr ou un chemin plus court et traversant un quartier malfamé, elle va pas se poser la question parce qu'elle est sûre d'elle. Donc, c'est dangereux, ouais. C'est vraiment dangereux. Ouais. Alors, je rebondis sur tes propos parce que c'est vrai que de par ce que je peux lire hein, de tes publications, en fait, toi, tu défends vraiment l'idée que euh, pour pouvoir être à même de se défendre dans la rue, le minimum, déjà qu'on peut pas s'entraîner parce que ça voudrait dire qu'il faudrait s'entraîner à être surpris et ça c'est impossible ou alors à provoquer, aller provoquer des rixes pour se tester. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui le font, qui l'ont fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose que pédagogiquement on peut pas entendre. Donc voilà, toi tu défends l'idée que à minima il faut se mettre dans une situation d'opposition la plus ouverte possible, tout en Ouais, étant protégé pour que ça reste quand même pédagogique, et que cette situation, bah, c'est tout simplement le MMA. ouais. Alors, attention, je veux pas non plus faire le mec, il est à fond dans le MMA et pour lui la solution finale c'est le MMA, quoi qu'il en soit. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, l'outil le plus complet, le plus en accord avec une réalité de rue et ce qu'on peut retrouver dans la rue, c'est le MMA parce que c'est le seul sport pied-point qui comprend aussi la lutte, sachant que je sais pas quel pourcentage d'affrontements dans la rue se termine en chiffonnade au sol. Tu vois, attention, je dis pas encore, je dis pas que le MMA répond à tous les trucs, c'est pas vrai. Mais ça remplit pas mal de cases. Et aussi le fait que on prend n'importe quel cours de Krav Maga ou de Pencak Silat ou je ne sais quoi, à partir du moment où tu mets pas les gants et tu prends pas des coups dans la gueule, mais pour de vrai, tu peux pas envoyer un mec dans la nature et lui dire voilà avec tes répétitions 2 fois par semaine dans le gymnase machin, je te pique dans les yeux, tu parles mon truc et tout ça, c'est pas possible, c'est complètement irréaliste. La première patate que le mec qui va prendre dans la tronche, sa technique elle va passer par la fenêtre, il va complètement être subjugué. Transi par la peur, par la douleur, par tout un tas de trucs. Le simple fait de savoir gérer sa peur, son stress, il y a que les compétiteurs de sport de combat qui le connaissent. Comment ressortir une technique le plus proche possible de la perfection tout en étant tétanisé par la peur. Il y a que des gens qui sont habitués à la peur qui peuvent le faire. Ouais. Donc, à partir du moment où tu t'entraînes dans un gymnase avec tes copains copines où vous faites pas mal, où vous faites même pas de la condition physique et que on te dit bah ça suffit à faire face à un mec de 85 kilos qui est un peu bourré qui veut t'arracher la gueule dans la rue, c'est du mensonge. Ouais, c'est vrai que ça s'entend. Ça s'entend. Après, bon, peut-être qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens aussi qui écoutent hein, ce discours-là. Ouais, Et à mon avis, bon, moi, j'ai en tête quelques personnes qui ont une approche beaucoup plus hybride en fait de la chose et qui sont capables, à mon avis, de mettre en place des cours où, certes, va y avoir un peu de répétition, peut-être sans gants, mais qui se finissent quand même avec du sparring, avec aussi du travail physique. Voilà, j'ai peut-être, moi, je te rejoins quand même beaucoup, je te l'accorde, et en même temps, j'ai une vision peut-être un petit peu plus nuancée, quoi. Et là où je te rejoins, par contre, c'est sur le fait que, parce que on connaît dans les processus d'entraînement, il y a forcément des phases de répétition technique sans aucune incertitude. C'est-à-dire, tu as un partenaire qui te sert, deux partenaires, qui va juste venir faire des oppositions comme s'il te donnait la leçon presque. Et c'est vrai que ces répétitions techniques, eh ben, dès qu'on a une petite maîtrise du mouvement, ça donne, ça donne d'excellentes sensations corporelles et mentales. Et ces sensations, elles emmènent la confiance en soi. Et c'est vrai que c'est là où on peut percevoir le danger parce que si on s'arrête là, et si c'est chorégraphie, parce que pour moi, ça reste de la chorégraphie, si on s'arrête à la technique,
Bah, si on passe directement de la technique au sparring, on sera incapable de placer les techniques, au même titre que si je te prends un mec qui je lui fais répéter 10 000 coups droits dans le vide avec une raquette, même si c'est une belle raquette, même si c'est un beau coup droit, le moment où je lui envoie la balle, il aura beau répéter son coup droit parfaitement, il va se passer il va être confronté à un problème. La vitesse de la balle, l'incertitude des trajectoires, etc. Donc voilà, il y a des progressions à respecter et c'est vrai que j'ai pu voir aussi beaucoup d'écoles où on s'arrêtait à la répétition et à la chorégraphie et c'est clairement insuffisant et peut-être même dangereux parce que du coup ça, je parle beaucoup, désolé, mais c'est vrai que ça donne une confiance exacerbée à des gens qui pourraient les mettre en danger. Tu parlais de la femme légère tout à l'heure et voilà, c'est un très bon exemple, quoi. Ouais. Bah, pour en revenir au cours de Mito Jitsu, souvent souvent c'est dans un gymnase, tu vois. Pour te dire à quel point ils sont en dehors de la réalité, de la réalité, ils sont dans des gymnases avec du sol dur et ils disent voilà, dans la rue il y a pas de, c'est pas mou par terre, donc il faut apprendre à se défendre sur du dur et tout ça. Mais qui dit sol dur dit absence totale de lutte, c'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas du tout à la lutte, Ouais. sachant que un gros pourcentage des combats de rue se terminent en mode chiffonnage par terre, on se roule par terre. Comment tu veux apprendre à défendre des takedowns ou même amener le mec au sol en faisant de la lutte s'il n'y a pas de tatami au sol? Donc ça veut dire qu'il y a un élément essentiel du combat réel, c'est-à-dire la lutte, qu'ils oublient complètement, qu'ils mettent de côté, soi-disant parce que il y a pas de tatami dans la rue. Mais comment tu peux ou amener au sol ou défendre de l'amener au sol si tu ne fais pas de lutte? C'est impossible. Parce que il y a un autre truc, c'est que un truc qui est cette phrase-là, elle m'énerve au plus haut point. On entend oui, nous on fait pas de sol parce que dans la rue on sait jamais si l'adversaire s'ils sont plusieurs ou pas et que si on est au sol et que le mec il a son collègue qui arrive et qui te tue dans la tête, bah t'es mort. Alors la question est comment tu fais pour ne pas aller au sol si tu n'as pas fait de lutte? Comment tu fais? Tu peux pas. C'est-à-dire que euh, le mec, il fait 65 kilos. Le mec qui est en face, il fait le pratiquant de Krav Maga, il fait 65 kilos. Le mec qui est en face, il en fait 85. D'accord? Il est bourré et tout ça. Il l'agrippe avec ses vêtements. Il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Avec son poids de 20 kilos de plus, il l'amène au sol. Parce que l'autre de 65 kilos n'a jamais fait de lutte de sa vie. Bah, ça y est, c'est parti, t'es au sol. Donc le principe de nous, on va pas au sol, donc on fait pas de technique au sol parce que nous, on fuit le sol. Comment tu fais? Tu vois, donc le concept même de la self-défense, il est biaisé dès le départ. Parce que c'est monsieur et madame tout le monde qui pratique la self-défense. C'est pas des gens qui veulent prendre des coups dans la gueule parce que il faut qu'ils aillent au bureau le lundi. Donc déjà, tu fais pas de sol, tu prends pas de coups dans la gueule et t'espères le jour où tu vas prendre des coups dans la gueule et ça va aller au sol, tu puisses t'en défaire avec des pics dans les yeux et je t'attrape les couilles. Mais c'est complètement irréaliste. Ouais. T'es là? Ouais, je suis là, ouais. Ok. T'étais figé. Ok, bah écoute, c'était une bonne conclusion. En tout cas, voilà, il y a des arguments, hein. Il y a des Oui, arguments, c'est clair. Voilà, encore une fois, je pense que peut-être que voilà, c'est un peu provoque et en même temps peut-être que ça en fait réfléchir certains qui peut-être aujourd'hui sont à même de faire évoluer un peu je suis leur un peu méthode taquin, et en c'est vrai. réalité, Je suis un peu ouais, provoque, je suis un peu taquin, mais bon. ah, il en faut, hein, il en Ouais, faut. voilà. Pour te dire, j'ai même fait des petits défis, entre guillemets, des petits C'est bien. défis amicaux sur mon Facebook, en disant, bon, bah, les gars du Krav ou du Penchaxila ou je sais pas quoi, on fait un petit affrontement, école Snake Team contre école de Mito Jitsu, et on voit ce qui se passe. Et j'ai jamais eu de réponse jusqu'à présent favorable. Ah, Donc, personne n'a relevé le défi. non, Ok. bizarrement, ça s'est jamais fait. Ok. Dommage. Bon.
Et t'aurais vu ça comment? Admettons, demain, il y a un gars qui dit, bon, bah voilà, moi, je suis prêt. Ouais. Bah, Comment on écoute, fait? tu sais, je vais dire un truc. J'ai été vers les sports de combat parce que je pense que comme tous les combattants, comme tous les mecs qui sont attirés par ces sports, on aime le challenge, on aime le défi. Quand Alain il est parti faire son tournoi des 100 000 $, il s'est pas dit je vais reposer, je vais rester dans mon confort en boxe française où je suis le meilleur. Mm. Je vais me tester un petit peu au meilleur et on va voir ce que ça va ce qui va se passer. Et j'espère, si je peux, prendre les 100 000 $. Donc, on est on est compétiteur de sport de combat, donc par essence, on aime le défi. Donc, quand je dis ça à des mythos dessus en disant, voilà, moi, je suis capable, s'il le faut, de montrer, en tout cas, d'appuyer mes dires avec des actes. Est-ce que toi, tu en es capable? C'est pas en l'air. Je suis capable de le faire. C'est pas une question de. Attention, je dis pas, je n'ai pas peur. C'est pas parce que tout le monde a peur. Tous les combattants ont peur. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que tu en fais. Est-ce que tu es capable de gérer cette peur? Est-ce que tu es capable de te transcender? Est-ce que tu es capable de ressortir la technique que tu connais, même en ayant peur? C'est ça le véritable défi. Moi, j'en suis sûr. Moi, je suis sûr que dans une situation flippante, je suis capable de faire un minimum de technique. Je suis capable de faire je suis capable de frapper un minimum fort pour avoir des résultats. Voilà, tu vois. Donc c'est surtout cette opposition là que j'essaie de mettre en avant, sachant que le mec qui s'entraîne dans son gymnase avec ses poteaux 2 fois par semaine, je suis pas sûr qu'ils soient aussi préparés à une éventualité comme un combat de rue que moi. Ah, il y a des chances. Tu continues à t'entraîner d'ailleurs? Euh, pour être honnête, je m'entraîne vraiment rarement. Je m'entraîne, tu vois, là, je reviens de Thaïlande. Il y a quelques mois, je suis parti en Thaïlande 3 semaines. Et c'est marrant parce que quand je pars en Thaïlande, je m'entraîne comme un compétiteur. C'est-à-dire, je vais m'entraîner 2 fois par jour, 6 jours dans la semaine, enfin 5 jours dans la semaine. Et je passe de gros sacs sur mon canapé à m'entraîner comme un forcené, comme il y a 20 ans, tu vois. Ouais. Donc, ça me rassure en même temps parce que je me dis, j'ai encore de beaux restes. Même si je m'entraîne pas tout le restant de l'année, il me reste quand même des restes. Et puis, je suis rassuré aussi parce qu'il me faut pas très longtemps pour me remettre dans le bain et pour avoir le niveau, enfin peut-être pas le niveau que j'avais avant, mais en tout cas d'être suffisamment performant pour pouvoir rivaliser avec tout ce qui se fait de mieux au monde, quoi, tu vois. Ouais, 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 je comprends. Bah, d'ailleurs, c'est marrant, tu me parles de la Thaïlande parce que le dernier live que j'ai fait il y a 2 jours avec Damien Fabregas, que je salue, qui est peut-être connecté, qui est champion du monde de boxe française et qui est Ouais. en train de faire la transition vers peut-être la savate pro et d'autres disciplines. C'est un c'est le Saladin Parnasse, c'est un des Saladin Parnasse de la boxe française actuellement. Et je pense qu'on va en entendre parler. Et ben, il était en même temps que toi dans le même camp. Alors, vous avez pas échangé parce qu'il n'osait pas venir te parler, mais il en parlait dans le dernier live justement. Qu'il Ah était ouais? en Thaïlande et qu'il t'avait croisé. Ouais. Ah ouais, d'accord. Bah dommage, dommage, on aurait pu parler, ouais. Mm. Bah, Ça marche. les gens, ils osent pas trop m'aborder parce que apparemment je suis hautain et froid, mais ouais, non, les gens, ils peuvent venir me parler. Suffit de faire une petite plaisanterie pour briser la glace et je me réchauffe très vite. Après, c'est vrai que t'es grand. C'est Ouais. une barrière supplémentaire. Moi, la première fois qu'on s'est croisés, je pensais pas que tu étais aussi grand, en fait. Je savais que tu étais grand parce que tu évoluais dans les grosses catégories, mais je m'attendais pas à ce que tu fasses. Tu fais 2 mètres, plus de 2 mètres? Ouais, 1 mètre 97, ouais. Ouais, quasiment 2 mètres, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, on aurait pu parler encore de plein d'autres choses. Je sais que voilà, tu as des points de vue aussi bien précis sur la diététique. Tu pratiques certains jeûnes aussi. Bon, bref, ça pourrait être peut-être l'occasion d'un autre live. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps. Problème. Et puis, ben, je pense qu'on se recroisera prochainement. Ok, avec plaisir. Allez, à bientôt, Jérôme. Allez, à bientôt. Salut Cyril. Ciao.